et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On va continuer la découverte de l'univers de Númenera avec quelques ouvrages. Je vous ai parlé du livre de base dans sa version française. Je vais continuer avec quelques autres ouvrages que j'ai récupérés dans le pack que j'ai acheté d'occasion. Toujours des ouvrages en français. Donc nous avons le guide du joueur. Alors le guide du joueur, c'est assez pratique, ça va permettre aux joueurs en fait de pouvoir concevoir leur personnage tout en ayant un aperçu des règles, bon, même quasiment l'ensemble des règles, et puis un petit aperçu du monde et de l'univers dans lequel leur personnage va évoluer. Et ça, bien sûr, en évitant les éventuelles révélations. Et donc c'est bien, ça permet que l'univers garde un plaisir de la découverte et d'avoir quand même des personnages qui savent un peu où ils mettent les pieds, ce qui peut être intéressant pour la création de personnages. Suite à cela, il est sorti également un autre ouvrage. Alors les ouvrages sont numérotés, c'est intéressant. Donc le 2, c'était option de personnage. Le 3, je ne sais pas lequel est-ce. Peut-être ça, ouais, non. On passe au 4. Le 3, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, il peut me le mettre peut-être dans les commentaires de la vidéo. Option de personnage. Alors là, l'idée dans cet ouvrage, c'est de pouvoir un petit peu étoffer chacune des 3 classes de personnages, avec notamment de nouveaux focus. Qui vont permettre de différencier un peu plus les personnages et d'enrichir en fait la galerie de personnages qu'on retrouvera dans le jeu. Encore une fois, c'est assez bien fait et ça permet d'apporter un peu de profondeur et puis d'éviter, comme dans certains jeux que je ne citerai pas, d'avoir des personnages identiques, puisque au départ il n'y a que trois classes, que 3 archétypes, donc il faut vraiment enrichir, parce que sinon tout le monde joue un peu la même chose, et pour le coup c'est moins rigolo. Ensuite, toujours traduit, le bestiaire du 9e monde. Voilà, cet ouvrage. Alors là, j'avoue que ça fait encore partie des excellentes surprises de cette gamme. On a un bestiaire vraiment rafraîchissant, vraiment original. Ce qui est surprenant et en même temps, bon, quand on y réfléchit, c'est pas mal. C'est qu'en fait, il y a très peu de choses qui vont définir les monstres en termes de statistiques, puisque le niveau détermine beaucoup. Les dégâts qu'ils font, etc., les chances qu'ils ont de porter des coups. Il y a malgré tout quelques petites attaques spécifiques. Et du coup, pour différencier les monstres, on va vraiment être sur des particularités. Et donc c'est très intéressant. Au final, ça montre qu'on peut faire un bestiaire très riche, sans pour autant avoir des stat blocks de 2 ou 3 pages, comme dans certains jeux, qui en plus sont complexes à faire jouer après pour les maîtres de jeu et à mettre en scène, c'est très compliqué. Là encore une fois, la part belle est faite à l'immersion. Ça va permettre de faire jouer des monstres originaux, sans avoir trop de galères pour immerger les joueurs dans et les monstres dans le jeu, dans le combat. Donc il y a des belles illus. Bon, il faut aimer les illus, c'est un certain style. Moi j'aime bien. J'avoue que c'est aussi rafraîchissant en termes d'illus. Ça vous change complètement d'un ultime bestiaire, même s'il y en a eu des très bons. Je pense notamment au bestiaire sorti chez Cobble Press pour D5. Malgré tout, là on est sur quelque chose de vraiment beaucoup plus original. On sent aussi que le bestiaire, on n'est pas dans un univers fourre-tout, on est dans un univers vraiment spécifique, et le bestiaire, il a été conçu dans ce sens-là. Alors des bestiaires à ce jour, sur la gamme anglaise, on est déjà au 3e, plus un certain nombre de créatures qui ont été rajoutées dans certains suppléments de scénario. Donc vous voyez que là encore il y a de quoi faire, et si tout reste dans la veine de ce bestiaire là, c'est vraiment très rafraîchissant, très enrichissant.
Ensuite, donc, les deux ouvrages que je me suis procurés tout à fait par hasard, quand j'ai su que j'allais avoir accès à ce lot d'occasion, bah, c'est dans ma boutique hein, à Nice, voilà. J'ai poussé la porte et il y avait ces deux ouvrages. Alors celui-ci, Au cœur de la nuit, qui fait partie d'un triptyque. En fait, il y a, je vous l'avais dit, hein, Into the Night, Into the Deep, qui lui va s'intéresser au fond sous-marin. Et puis le dernier, je l'ai toujours pas retrouvé, qui lui va s'intéresser, je crois, aux différents mondes. Avec Au cœur de la nuit, on est sur la cosmologie, puisqu'on va s'intéresser aux planètes qui entourent la Terre. Alors, je vais vous donner juste un petit aperçu, parce que je veux pas rentrer dans le détail, parce que je pense que ça fait partie du plaisir de la découverte pour les joueurs. Donc vous avez le baiser de bras nus, vous avez Calram, vous avez la Lune, bien évidemment, vous avez... deuxième partie, c'est les autres enfants du Soleil, avec d'autres planètes très intéressantes, Naharai par exemple, pour ceux qui ont l'occasion de parcourir, ils voient tout à fait de quoi je parle, Urvanas, voilà, c'était l'épave de Vérine, le halo de Phatéon, voilà, vous en avez comme ça pas loin d'une dizaine. Xeobrancus, voilà, c'est encore une fois, c'est très très bien fait, c'est ce qui fait la force, voilà, à travers l'infini, la troisième partie, où là on va encore aller un peu plus loin. On va encore aller un peu plus loin dans la découverte d'autres mondes. Et alors là, c'est pareil, hein, il y a des idées de scénarios, ça foisonne. On est tout de suite transporté dans des ambiances particulières. Je pense à l'essaim stellaire, par exemple. Oh, ça c'est magnifique. Il y a beaucoup de trouvailles. C'est vraiment les auteurs se sont fait plaisir et se sont un peu lâchés sur ces suppléments. Et pour le coup, ça donne vraiment quelque chose de très bien. Et puis enfin, j'ai récupéré le compendium technologique. Alors moi, je suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est technologie, notamment, même en littérature, le hard science, ça m'a jamais vraiment trop intéressé. Donc, je me suis dit que cet ouvrage me serait très utile. Il y a des petites précisions ici sur les ciphers, les numéra, les artefacts. Encore des superbes illustrations bien immersives et bien étranges comme on les aime. Donc vous allez avoir les ciphers, les artefacts, les curiosités qui sont plus des breloques, des choses comme ça. Et puis après des tables avec les objets par catégorie. Donc ça c'est très pratique pour voilà, quand vous avez besoin de tirer des objets au hasard, parce qu'il faut savoir qu'on en trouve assez souvent ce genre d'objets. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, ce qui est assez intéressant dans ce jeu tel qu'il a été pensé aussi, c'est que c'est un jeu qui peut se pratiquer avec beaucoup de decks. Alors les decks, ce qu'ils vont permettre, c'est d'avoir en fait une focalisation quand vous êtes le maître de jeu sur l'intrigue, sur les PNJ et tous les éléments un peu plus techniques entre guillemets, les Numenera qui vont trouver, les ciphers et compagnie. Vous pouvez choisir de les tirer au sort quand ils se présentent. Et ça permet d'être un peu surpris, encore une fois, de changer un peu le système, globalement le système de jeu, et puis surtout d'avoir une préparation beaucoup plus light. Donc il y a des decks pour les monstres, il y a des decks pour les ciphers, les numéra, il y a un deck pour les artefacts, il y a un ou deux decks, je crois, pour les intrusions du maître de jeu. Il y a un deck pour le salvage, ce qu'ils appellent le salvage. Alors le salvage, j'ai lu un petit peu depuis la vidéo précédente. Donc en fait, le salvage, c'est un petit peu la récup. C'est lorsque sur des objets ou des structures, un peu ou dans des pièces, les personnages vont aller un peu trifouiller, bidouiller pour récupérer certains composants de certains artefacts ou numéra, et pour pouvoir éventuellement, s'ils ont du craft, builder des objets avec eux. Donc voilà, il y a des cartes
qui vous permettent, lorsqu'un joueur veut déclencher cette option de salvage, qu'il se passe des choses. Et en plus, à chaque fois, sur chacune des cartes, il y a aussi une intrusion qui est proposée pour le DM s'il veut que la récup ne se passe pas aussi facilement que le souhaiteraient peut-être les personnages. En tout cas, donc cette idée de deck, ça vient de plus en plus dans les JDR. Ça peut parfois être un peu lourdeau, voire un peu rédhibitoire. Je pense notamment à la version 3 de Warhammer, où là on avait vraiment l'impression d'être dans un jeu de plateau, puisque entre les pions, les decks, etc., le rôliste basique, qui perdait un peu, enfin qui n'était pas habitué à ça, il avait un peu l'impression de plus rentrer dedans, et puis c'était trop, c'était vraiment contre-immersif. Là, le fait que le maître de jeu puisse, quand il prépare ses scénarios, se concentrer sur finalement le plus intéressant, à savoir l'ambiance, les PNJ, l'intrigue, et laisser finalement les éléments qui vont graviter autour, tels que les intrusions et les objets trouvés un petit peu au hasard, qui apparaîtront comme ça au fur de la partie. Je pense encore une fois, il va falloir voir ce que ça donne en jeu, mais pour moi c'est un côté très frais, et un côté que j'ai hâte de pouvoir explorer avec ce jeu. Voilà, je reviendrai avec une autre vidéo sur Numenera lorsque j'aurai reçu donc Numenera 2, en tout cas au moins les 2 premiers ouvrages que j'ai commandés, donc Discovery, qui est une version un petit peu 1.1 des règles, et puis Destiny, où là ils ont essayé de rajouter cette couche anthropologique qui va permettre de lier chacun des personnages à une communauté, et donc les personnages prennent ainsi de l'épaisseur, de la motivation. J'imagine que ça peut donner lieu à de nombreux rebondissements et que ça va encore enrichir les parties. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.